Donc Yann, il naît à Saint-Étienne, 1977, mais à Saint-Étienne, le ballon, mon cher, il est plutôt rond qu'ovale, non? C'est vrai, hein, c'est pour ça qu'à Lyon, je parle exclusivement de rugby. Sinon, Et pourquoi est-ce que les deux villes ne peuvent pas s'encadrer? Parce que nous, vu de Paris, de Perpignan ou du Havre, on s'en fout, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comme Biarritz, Bayonne. C'est quoi le problème entre Saint-Étienne et Lyon? C'est vrai, chez nous ça compte, alors que historiquement j'ai rien de stéphanois, père savoyard, mère lyonnaise, mais évidemment que de toute mon âme, quand on grandit à Saint-Étienne et qu'on joue au foot, c'est vrai qu'on n'envisage que le rugby à Lyon. Et je pense que ça vient de l'histoire. Enfin, Lyon était la belle ville, les soyeux, la ville riche, bourgeoise, et ainsi de suite, là où Saint-Étienne était la ville minière, avec beaucoup de chômage, d'immigration, parfois de soucis, enfin une ville moins prospère que Lyon. Par contre, en termes de foot, le foot faisait vivre Saint-Étienne. Il y a une vraie corrélation entre l'ambiance et les résultats, l'ambiance dans la ville et les résultats de l'équipe. Et c'est vrai qu'on disait qu'en termes de foot, c'est Lyon qui était dans la banlieue de Saint-Étienne et pas largement devant. Alors, diplômé de l'EDEC, et après tu rentres directement chez Bouygues Télécom, et tu étais déjà, mon cher Yann, dans le sport ou pas? Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance que Bouygues Télécom, à l'époque, cherchait à recruter deux anciens sportifs de haut niveau qui connaissent bien le milieu de la montagne et de la mer. À l'époque, Bouygues avait une image qui captait bien dans les grandes villes, mais pas tellement sur les lieux de vacances, donc cherchait à se faire connaître pour aller monter des partenariats dans les stations de ski et les clubs de voile. Ce qui pour moi était l'idéal, parce qu'en gros, comme premier job, la même vie qu'étudiant, sauf qu'au lieu de dormir dans ma voiture à la Belle Étoile, j'étais invité dans les hôtels. Alors ensuite, pendant un an, donc tu vas partir. Donc pendant un an, tu vas faire un tour du monde, des sommets, et donc en hauteur et sous la mer, c'est ça? Ouais, j'avais sans doute pas fait tout à fait le deuil de ma vie de sportif. T'es parti seul ou t'es parti avec 4 copains, donc c'était une belle année. Combien de pays vous avez parcouru? 25 ou 26, je crois, en essayant à chaque pays. fois d'être aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir grimper. Donc on n'est pas là après la mousson. Et là, vous avez fait quoi, une dizaine, une quinzaine de sommets pendant cette période? Là, on a dû faire une douzaine de sommets à plus de 6000, une vingtaine à plus de 5000. Et c'est vrai que ça a été une très belle année. Alors ensuite, 2005, donc tu reviens et hop, tu arrives chez SFR. Tu étais toujours dans le domaine sportif, Yann? Ouais, chez SFR, le lien beaucoup plus avec Bouygues Télécom que la téléphonie mobile, c'est le sport, effectivement, parce que je me suis occupé du sponsoring sportif, puis après beaucoup de musique, d'événements, de RP, où là c'était plus que de la mer et de la montagne, c'était beaucoup de foot à l'époque, équipe de France, Coupe de France de foot, de golf, de rando-raid, toujours un peu de ski, et puis beaucoup de musique, très chouette. 2009, donc tu rejoins ton Nirvana professionnel, le groupe GL Events. Tu vas avoir plein de jobs et tu vas notamment vivre une expérience étonnante à Dubaï. Ouais, à la base, je suis ma femme qui avait une opportunité de partir à Dubaï. Exactement. Ouais. Donc, on avait 30 ans à l'époque, on connaissait un petit peu Dubaï, enfin, on y avait quelques amis. On s'est dit à 30 ans, avec une fille de 18 mois, voilà, allons voir et ça peut valoir le coup. Et c'est vrai que pour la suivre, du coup, je rentre dans le groupe GL Events pour m'occuper du Moyen-Orient et du sport surtout, parce que le fil rouge, c'est évidemment le sport. 2012, donc tu arrives au Loup, donc ça fait plus de 10 ans. Et en 10 ans, tu n'es toujours pas champion. Ça ne rajeunit pas, ouais, surtout moi. On a été champion 2 fois de Pro D2. 2 fois de Pro D2, c'est-à-dire que c'est une fois de trop. Ça veut dire qu'entre les deux, on a une année difficile en top 14. Voilà, on a gagné une Coupe d'Europe. Et non, côté championnat de France, c'est vrai on est passé 2 fois à peut-être 3. L'année du Covid, on avait été premier ou deuxième. On ne saura jamais ce que ça aurait donné, mais c'est vrai que ça laisse des regrets parce qu'on était à 2 matchs du Graal après lequel on court depuis. Notre Graal, c'est un bout de bois, le bouclier de Brennus, après lequel on court depuis 1933. 1933 pour un club qui a été créé en 1896, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Donc, et l'histoire du club, donc il a été créé par qui, comment? Par des étudiants, c'est pour ça. Le Loup, ça veut dire Lyon Olympique Universitaire. C'est le même Olympique que l'Olympique Lyonnais qui est l'émancipation de la section foot du Loup Rugby. Ah oui, c'est le foot. Voilà. Et c'est vrai à l'époque universitaire parce que c'était la réunion des 2 clubs du lycée Ampère et de l'école centrale de Lyon. Et aujourd'hui, qui sont les heureux actionnaires et propriétaires de ce club? Les heureux actionnaires, alors le principal, c'est GL Events, qui est un groupe lyonnais dans l'événementiel, qui est l'actionnaire principal depuis 2006. Les 2 autres, foncièrement lyonnais, le groupe Serfim et le groupe EM2C, un groupe de BTP, qui fait beaucoup de dépollution aussi, et puis un aménageur qui est aussi dans la construction. Et puis on a fait rentrer un fonds pendant le Covid. Le fonds Montefiore nous a aidés pour construire un hôtel, parce que de clubs de rugby qui restent, enfin de gestionnaires d'équipes de rugby, qui est évidemment l'ADN et de tout ce qu'on fait, le cœur de toutes nos activités. On est devenu progressivement restaurateur parce qu'on a une brasserie qui fait 300 couverts par jour, organisateur d'événements les 350 jours, on n'a pas de match, on accueille un peu plus de 300 événements, hôtelier depuis décembre dernier puisqu'on a ouvert un hôtel, promoteur immobilier, on a construit 28 000 votre stade, m². il est à vous?
Je mets des guillemets à nous, mais oui, on est en bail amphithéotique pendant 60 ans, ce qui nous a permis d'avoir un système vertueux avec la ville de Lyon. Ce stade qui était municipal et qui coûtait 1 700 000 € à la ville, maintenant, la ville, on lui paye un loyer de 300 000 € et tous les investissements et l'électricité, les charges, la maintenance, les travaux, tout sont à notre charge. Donc ça permet à la fois à la ville, au lieu d'économiser ou d'encaisser 2 millions d'euros par rapport à ce qu'elle avait avant. Donc c'est dans la poche de la ville et donc du contribuable. Et nous, ça nous donne les moyens de nos ambitions, à savoir d'avoir développé beaucoup d'autres activités, notamment immobilières, qui nous ont permis d'investir pour refaire ce stade et d'essayer de pérenniser le club. Le club des partenaires, on a vu qu'il y avait un club en lisière, en province, en banlieue de Bordeaux qu'il ne fallait pas louper pour s'implanter en terre girondine. Il y a combien d'entreprises qui soutiennent le loup? Et est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres sponsors, une fois que vous aurez mis une partie des sous chez Nicolas? Ouais, pour tous ceux qui n'ont pas tout mis à Florac, effectivement, il reste de la place au rugby. On a 800 partenaires qu'on anime à travers un Loup Business Club. On se retrouve bien sûr au match, mais une fois par mois, en dehors, dans d'autres activités pour se découvrir les uns les autres. C'est un peu ce type de soirée, sauf qu'on a plus de Côte-du-Rhône que de Bordeaux, effectivement. Chez nous. Et le public, alors, tu as combien de spectateurs en moyenne pour les matchs à la maison? Et parce que c'était pas facile, c'est quand même plutôt une terre de foot au départ. Ouais, on n'oublie pas d'où on vient. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on était un peu, les premières audiences, la première saison, c'était un peu moins de 2500 personnes. L'année dernière, on était à 15 700. Oui. On a fait une pointe à 60 000, 59 000 pour la demi-finale de Top 14 qui était dans le stade de foot de l'Olympique Lyonnais à Lyon en 2018. C'est d'ailleurs le record d'affluence de ce stade. L'Olympique Lyonnais oublie souvent de raconter que le record d'affluence, c'est Loup contre Montpellier. Et pour être totalement honnête, j'oublie souvent de raconter qu'on a pris 40 points ce jour-là. Alors, on a vu tout à l'heure Nicolas, pendant cette Coupe du Monde qui est toujours en cours, avait un international. Voilà. Et toi, tu avais combien d'internationaux en phase préparatoire et en ce moment? On en avait 10 qui ont fait la Coupe du Monde. Avec l'équipe de France, on en avait 6 qui ont fait la préparation, seulement 2 qui ont fait la Coupe du Monde, mais en plus des 2 Français, qu'on va récupérer un peu plus tôt que ce qu'on pensait, évidemment. On a aussi 2 Fidjiens qui vont revenir aussi, et puis 2 Géorgiens, 2 Italiens, un Samoan, un Tongien, qui, eux, ont repris l'entraînement ce matin. Ce matin, quoi. Et alors, qu'est-ce qui nous a manqué dimanche là? On va pleurer une dernière fois ensemble, puis après on va sourire parce que. Ouais, c'est malheureux. Un peu de réussite, un peu d'agressivité, un peu de constance, sans doute. Au-delà de l'arbitrage, je pense dans le rugby, on a tous subi des difficultés. Nous, la dernière, c'était contre Bordeaux en quart de finale de Top 14 l'an dernier d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai. Quel était le score contre Bordeaux? On a perdu d'un essai et c'était le premier match depuis 20 ans où l'arbitrage vidéo ne marquait pas. Il y a eu 5 essais un peu litigieux, 2 pour nous qui ont été refusés, 3 pour Bordeaux qui ont été... donc évidemment que ça laisse des regrets, donc on en a tous. Malheureusement, ce quart de finale va en rajouter un à l'équipe de France. Après, au-delà de ça, c'est surtout qu'il y avait une grosse équipe en face et que ça rigole pas. On savait que c'est compliqué, mais c'est vrai que on savait que ça allait être compliqué. Je pense qu'on était tous à se dire il n'y a rien de fait contre l'équipe d'Afrique du Sud, c'est les champions du monde, ce qui est vrai. Par contre, on pensait tous quand même être en demi-finale le week-end prochain, et c'est vrai que tous, ça fait retomber le soufflet. On était tous prêts à communier, à partager une énorme joie dans le rugby. À taper les Anglais en plus. Ah, bien sûr, on espérait, et puis à surfer cette vague pour le rugby français. Donc évidemment, elle est un peu moins. Peut-être quand même si a priori, c'est plutôt les Box contre les Blacks. Il y a 2 belles équipes. Ouais, je pense que ce sera ça la finale. S'il y a une logique, après ça reste du sport. Moi, dès le premier match qu'il fallait pas enterrer les Blacks. C'est devenu nos copains parce qu'on a eu la chance de les accueillir au Matmut Stadium et dans le Rock Hotel, qui est notre hôtel. Et c'est vrai que, toute fausse modestie mise à part, c'est une vraie fierté que l'équipe la plus prestigieuse du monde choisisse les installations du rugby quand elle vient faire sa Coupe du Monde en France. Donc c'est devenu nos copains et maintenant on mise sur eux, quoi. Il y a eu un engouement, le public également lyonnais était présent. Soit dans le stade, soit alors à la télé, soit avec une vraie dynamique. Ouais, on voit, c'est pour ça qu'on voit que la France bouillonnait de rugby. Alors Lyon, un peu plus pour les All Blacks, mais évidemment beaucoup plus pour l'équipe de France. Donc c'est pour ça que ça laisse un peu de frustration parce que on se dit qu'il y a une partie du bien qui a été fait, mais ça aurait pu être amplifié largement si on avait gagné, quoi. Pronostic, avant les questions spontanées, Nicolas, ce sera pour la première question. Pronostic pour le Loup cette année, en tout cas l'objectif, ou pronostic ou objectif. Objectif pour le top 14 de la Coupe d'Europe. Ouais, c'est plus facile de mettre des objectifs que de faire des pronostics. Surtout quand on est président. Ouais, voilà, on a fini 3e la saison dernière, il faut qu'on continue à avancer, progresser. Donc on aimerait bien évidemment retrouver les phases finales et après on a le même objectif que les 14 autres. Il y en a 10 qui sont plus crédibles que les autres, c'est de gagner ce championnat. 1933 qu'on court après.
Donc on n'attendra pas 90 ans de plus, j'espère, comme chaque année, que c'est enfin la bonne. Pour travailler, pour partager clairement le rugby. J'ai l'impression que dans le rugby, je le constate chaque jour, Dieu merci, je dirais que le mec bien est la norme, tu l'as dit aussi dans les gens que tu embauches, et le trou du cul l'exception. Il y a certaines mauvaises langues qui rajoutent que c'est parfois exactement inversement proportionnel à d'autres sports. Je leur laisse responsable de ça, mais en tout cas, c'est un bonheur de travailler dans le rugby parce que c'est vrai qu'il reste quand même, on n'est pas épargné par tous les soucis RH dont on a pu parler avant l'apéro, mais il y a quand même une majorité de gens qui ont des valeurs, qui sont engagés, et c'est un bonheur à travailler. Puis c'est un vrai bonheur, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est que dans la minute où ça siffle, quand on a gagné un match, il y a une intensité dans l'accolade de la victoire, que ce soit avec les joueurs, avec les supporters, avec le staff, avec les partenaires ou avec les actionnaires, qui est absolument merveilleuse. Donc heureux de partager ça dans le rugby, très clairement. Ouais, forcément. Enfin, il y a eu des moments compliqués. Si je reste dans 2 pays de rugby, le Mont Cook, qui est le point culminant de la Nouvelle-Zélande, ça s'appelle les Alpes du Sud là-bas parce que ça ressemble vraiment aux Alpes, sauf que la haute montagne commence très bas parce qu'ils sont battus par les 50e rugissants, donc il y a beaucoup plus d'humidité, ça rend ça. Et je me souviens, on est censé du haut voir d'un côté la mer de Tasmanie, de l'autre le Pacifique. Nous, on ne se voyait pas au bout de notre corde avec le jeune aspirant guide avec qui on était en Nouvelle-Zélande, donc on ne se voyait pas à 10 mètres. Là, on a un peu peur, d'autant plus qu'à la redescente, on essayait de suivre nos pas parce qu'il neigeait pas, mais on ne voyait pas à 10 mètres et on entendait que les séracs tombaient tout autour de nous. Donc là, on essaye d'aller vite et il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est prier. On en est sorti et c'est bien. Et puis ici, un autre pays de rugby, l'Argentine ou à la Concagua, si tu as grimpé, qui est le point culminant des Andes. Là, j'ai un pied qui a gelé. Le droit. Mieux. Et ça va mieux, voilà. Mais pendant un quart d'heure, sauvé par des piqûres d'insuline de Rangers qui étaient à côté parce qu'il était noir en bas, violenteux, insensible à la flamme, insensible à l'eau bouillante. Non, ça aurait été plus compliqué. Peut-être de se marier, de tirer les coups francs ou de danser encore plus sans pied. C'est revenu au truc, mais évidemment, ça a été une grosse frayeur, quoi. Tout le monde y travaille, en tout cas. Je ne sais pas si on est capitale, mais ouais, on a la chance que Lyon soit une belle ville déjà. Donc, au-delà du rugby, venez, même si vous n'êtes pas partenaire du Loup, avec des très bons vins à la fois au sud et au nord. Enfin, on a le Beaujolais et la Bourgogne au nord, et puis les Côtes-du-Rhône commencent très près de chez nous, avec Condrieu et les vins de Vienne. Donc oui, on a ça. Et puis effectivement, on a une ville qui est dynamique. Donc sportivement, on a du foot, du basket, du rugby. Et puis oui, un palais des congrès qui marche, Expo, un centre d'expo. Et puis je crois que Lyon a été élu assez récemment une plus belle destination week-end dans un magazine européen. Dans Lyon Magazine, non? Non, bien plus large que ça. Et les plus surpris, c'était les Lyonnais. Ma femme me dit c'est absolument pas possible. Et pourtant, les gens ont du mal à croire. Alors week-end et même plus que week-end. Donc il fait bon vivre, il fait bon passer un week-end à Lyon, surtout un week-end de match. Venez nous voir. Et d'ailleurs, la gastronomie là dans ta brasserie avec 300 places, tu as des bons vins aussi, ou on est plutôt à la bière et plutôt à la quantité? Oui, c'est vrai qu'on est le plus gros débit de bière du Rhône, 160 000 litres par an. Combien? 160 000 litres par an. Et par personne. C'est pas que pour nous. Voilà, exactement. Non, nous, avec les joueurs, on boit à peine le tiers. Avec modération, tout ça, évidemment. Voilà, exactement. Mais on a aussi des bons vins, et notamment des vins de Chapoutier, qui est notre partenaire et qui nous arrose à la brasserie. Bon, Yann devait être formidable. Il a été, on l'applaudit très chaleureusement. On passe à table. Merci beaucoup, Yann, et longue vie au Loup notamment.